Bonjour à tous et à toutes, élèves des classes de 3e 1 et de 3e 2 du collège Charles Delbault de Tronget. Nous allons à nouveau aborder la séquence 3 de géographie consacrée aux espaces productifs en France. Comme vous pouvez le constater, notre sujet du jour réside dans une étude de cas industrielle, puisque nous allons étudier l'usine Airbus de l'A380 de Toulouse-Blagnac, qui nous permettra de déboucher sur, et oui, déjà une 4e leçon. Avec cette étude de cas géographique dédiée à l'usine de l'Airbus A380 à Toulouse-Blagnac, on va prendre un peu de hauteur, même pas mal de hauteur. Ça nous fera du bien en cette période de confinement forcé, puisque notre problématique va tourner autour de l'A380, qui est, ou plus exactement qui était, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, un avion de ligne, un très long courrier que vous avez en petite photographie sur la diapo. Et notre problématique est la suivante: comment cette usine s'intègre-t-elle dans plusieurs espaces économiques et géographiques d'ailleurs, à la fois complémentaires et emboîtés? Alors, j'ai bien conscience, en vous lisant cette question, que normalement, vous ne devriez pas vraiment comprendre de quoi il s'agit, mais rassurez-vous, si j'ai bien fait mon boulot, d'ici la fin du diapo, cette question ne devrait plus être mystérieuse pour vous et vous devriez comprendre cette notion d'espace économique et géographique emboîté. C'est pas très difficile, il suffit de bien suivre. Et alors, voyez, le bon côté de la chose, c'est que mon diapo, si vous avez besoin de faire une pause, eh ben vous me mettez sur pause, c'est pas comme en cours, ou si vous vous mettez à plus m'écouter, eh ben vous perdez le fil. Là, vous faites des pauses quand vous voulez. En parlant de pause, je vous invite justement à me mettre en pause le temps pour vous de vous imprégner du document et de lire en particulier le texte qui se trouve sur la droite de la diapo. Alors, ce qu'il faut retenir de ce texte, c'est tout d'abord que cette usine porte en réalité deux noms. Ou plus exactement, l'usine que vous avez en photo sur la gauche s'appelle Jean-Luc Lagardère, du nom d'un grand patron de l'industrie française qui a été un des actionnaires du groupe Airbus, un des financeurs du groupe Airbus. Et cette usine s'emboîte, s'imbrique dans un espace industriel plus vaste dont je vais vous parler dans la diapo suivante, qu'on appelle le site Aéroconstellation. Et ce site Aéroconstellation n'est rien moins que l'un des principaux sites industriels européens, puisque l'usine elle-même, l'usine Jean-Luc Lagardère, c'est l'une des plus grandes du monde entier. Donc vous voyez que je vous gâte. Après la plus grande usine de frites surgelées d'Europe et du monde, eh bien je vous propose également une usine véritablement hors norme, celle de l'A380. Alors, si on la situe dans l'espace et dans le temps, commençons par le temps, elle est née en 2004. Donc, c'est une usine qui n'a même pas 20 ans. Elle est encore toute neuve. Et si on la situe dans l'espace, eh bien, le texte vous le dit, on est dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, rebaptisée région Occitanie. On est donc dans la proche banlieue d'une des plus grandes aires urbaines de France, celle de Toulouse, dans le sud-ouest de la France donc, et on est plus précisément installé sur le territoire de la commune de Blagnac. Si vous regardez attentivement la photographie de gauche, vous reconnaîtrez sans difficulté une photo satellite capturée depuis le site Google Earth, qui est donc centrée sur le site
industriel Aéroconstellation. Donc on voit un ensemble d'usines, hein, ces grands hangars, ces grands bâtiments. On aperçoit aussi, donc, c'est la lettre C, l'immense usine Jean-Luc Lagardère. Non, c'est pas la lettre C d'ailleurs, c'est la lettre B, excusez-moi. Et en dessous, on aperçoit, en dessous, que dis-je, excusez-moi, au sud de la photo, donc en bas de la photo, on aperçoit les gigantesques pistes de l'aéroport qui est à la fois utilisé par le groupe Airbus, hein, pour faire décoller ces avions, c'est mieux, mais aussi par les habitants de l'aire urbaine de Toulouse, dont on aperçoit une partie sur la droite de la photo, donc à l'est, on commence à apercevoir le pôle urbain toulousain. On aperçoit aussi, toujours sur la droite, toujours à l'est, au nord-est, on aperçoit ce qui ressemble furieusement à un lotissement pavillonnaire. Et vous voyez que là, on n'est plus tout à fait dans le pôle urbain, on est plutôt dans la couronne périurbaine. On aperçoit donc des champs, on est déjà un peu plus à la campagne, mais on aperçoit aussi un immense lotissement pavillonnaire à l'américaine. Et on peut en conclure sans grand risque d'erreur qu'une bonne partie des gens qui habitent dans ce lotissement, qui a bien l'air récent, sont des gens qui travaillent pour Airbus et probablement dans cette usine. En face, c'est-à-dire à l'ouest, c'est-à-dire à gauche de la photographie, là on est plus clairement à la campagne. On aperçoit un habitat plus isolé, des fermes, mais c'est cet espace agricole, peut-être qu'un jour il sera transformé en usine si le groupe Airbus continue à se développer sur Toulouse. Pour finir, on aperçoit aussi, et ça c'est pas un détail, le réseau, le maillage des routes. On aperçoit aussi les ronds-points, c'est-à-dire que le projet Aéroconstellation et l'usine Jean-Luc Lagardère va devoir s'insérer dans le pôle urbain toulousain. Donc il faut des routes, il faut des transports en commun. Bref, cette photo, je me rends compte encore un peu plus, elle est géniale parce que on voit pratiquement tout dessus, quoi. N'ayez pas peur de me mettre une nouvelle fois en pause pour prendre le temps de lire le texte de la diapo. Alors, ce que nous apprend le texte, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, la ville de Toulouse a été choisi par le groupe Airbus en 2004 pour y installer son usine Jean-Luc Lagardère, parce qu'à Toulouse, c'est pas un hasard, on a une solide tradition aéronautique qui remonte à environ un siècle. Et pourquoi Toulouse et l'aéronautique? Eh bien, c'est une conséquence inattendue de la Première Guerre mondiale. Et oui, c'est-à-dire que quand les Allemands, à partir d'août 1914, se sont mis à envahir le territoire français, il a fallu déplacer des usines pour éviter qu'elles ne tombent aux mains des Allemands ou pour éviter qu'elles ne puissent être bombardées par les Allemands. Donc il a fallu soit en déplacer, soit en installer à l'abri des Allemands. Donc la prudence a voulu qu'on installe ces usines au sud ou à l'ouest. Et donc quand on est situé à Toulouse, on est quand même loin de la ligne de front. Donc c'est la raison qui explique pourquoi ce sont des usines de poudrerie et de cartoucherie qui ont été les premières à s'installer, a suivi la chaudronnerie pour le matériel de chemin de fer, c'est-à-dire tout à usage militaire, c'était des usines d'armement. Et comme l'avion, rappelez-vous, je vous l'ai déjà expliqué, est né un peu avant la Première Guerre mondiale et qu'on s'est rendu compte assez vite que l'avion pouvait être utilisé comme une arme qui pouvait même se révéler décisive sur le champ de bataille, eh bien, il a été décidé de construire des avions et on a choisi de les construire à Toulouse. La TECOR étant un des glorieux ancêtres d'Airbus.
La nouvelle diapositive a un double intérêt. D'abord, mettre en valeur tous les acteurs, toutes les fées qui se sont penchés sur le berceau de l'usine Jean-Luc Lagardère de Toulouse. Et comme vous pouvez le voir, hein, c'est le petit schéma que je vous ai fabriqué en bas de la diapo. De très nombreux acteurs se sont mis d'accord. Et vous ne m'empêcherez pas de penser que dans un pays comme la France, où les acteurs politiques passent en général leur temps à se déchirer, à se mettre des bâtons dans les roues, eh bien écoutez, là c'est un véritable petit miracle, puisque les collectivités territoriales ou locales, on peut dire aussi locales, c'est-à-dire la région Midi-Pyrénées, à l'époque, hein, région Occitanie aujourd'hui, le département de la Haute-Garonne, la communauté de l'aire urbaine toulousaine, c'est-à-dire la Comcom du Grand Toulouse, mais aussi la commune de Blagnac, c'est-à-dire des acteurs différents, pas forcément des mêmes partis politiques, ont réussi à se mettre d'accord pour accueillir le projet et ils ont reçu l'aval, c'est-à-dire l'autorisation et une partie du financement du gouvernement français, mais aussi de l'Union européenne. Parce que les enjeux étaient quand même très importants. Quand vous avez une usine gigantesque, vous allez créer des milliers d'emplois directs et encore plus d'emplois indirects. N'oublions pas, en plus de ces acteurs politiques que j'ai distingués entre acteurs étatiques et supranationaux, c'est-à-dire l'État et l'Union européenne d'un côté, les collectivités territoriales ou locales de l'autre, en vert. N'oublions pas les autres acteurs, à commencer évidemment par le groupe industriel Airbus, parce que si Airbus ne veut pas s'installer à Toulouse, eh ben, personne ne pourra le forcer à le faire. Et derrière le groupe Airbus, ça n'apparaît pas sur mon schéma parce que j'ai plus la place, toute la cohorte des autres industriels, plus petits que le groupe Airbus, mais qui travaillent pour Airbus, ceux qu'on appelle les sous-traitants, comme par exemple le groupe Safran, dont j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure. L'autre intérêt du texte, c'est de nous rappeler que le projet Airbus, Aéroconstellation, est un projet complexe. Il ne s'agit pas simplement de monter une usine et de construire le plus gros avion du monde. Il s'agit aussi d'intégrer ce projet industriel dans la ville toulousaine, puisque, comme vous l'avez vu, elle est au cœur, enfin pas au cœur du pôle urbain, mais elle est au cœur de l'aire urbaine, littéralement. Bon, donc il y a cette double dimension, et il faut rajouter une troisième dimension, parce que, vous le savez certainement, on vous rebat les oreilles depuis que vous êtes entré à l'école avec les problématiques du développement durable. Il est clair aujourd'hui que quand vous êtes potentiellement un des plus gros pollueurs de la planète, parce que quand vous fabriquez des avions, en règle générale, vous risquez fortement de polluer, vous devez absolument proposer un projet qui soit durable, et c'est-à-dire respectueux de l'environnement, de l'écologie. Bon, d'après le texte, visiblement c'est chose faite. La 380 est un avion qui est fabriqué en fibre de carbone, matériau léger, aérodynamique, qui permet de faire des économies de kérosène. Hein. Le kérosène, c'est l'essence qu'on met dans les avions pour qu'ils puissent voler. Donc a priori, les différentes cases du développement durable sont cochées. On a un projet économique, industriel, on a un projet social qui s'inscrit dans une ville qui va créer des emplois et qui est un projet respectueux de l'environnement, relativement doux pour l'environnement, donc a priori on a un projet durable. Je vous disais à l'instant que le projet Airbus est un projet industriel qui s'inscrit dans le pôle urbain toulousain. Et bien, écoutez, on en a la démonstration avec cette carte.
puisque nous apercevons donc l'ensemble des sites de production d'Airbus en violet, avec tout le cortège des usines sous-traitantes, c'est-à-dire des industriels qui ne font pas partie du groupe Airbus, dont les salariés ne sont pas payés par Airbus, mais qui dépendent la plupart du temps d'Airbus, qui travaillent parfois exclusivement pour Airbus et qui fabriquent ce qu'Airbus ne fabrique pas lui-même. Certaines pièces détachées, par exemple, des logiciels informatiques, ce genre de choses. Ce croissant aéronautique, qu'on pourrait aussi appeler une banane, hein, parce que, vous voyez, elle a un peu la forme d'une banane, est en jaune sur la carte. Voilà, ça c'est pour l'essentiel. Et on aperçoit aussi le réseau des moyens de transport en commun, qui encore une fois va être vital pour permettre aux sites industriels d'Airbus de bien s'imbriquer, s'emboîter dans le pôle urbain toulousain. Alors, on va pouvoir commencer, parce que je vous devine impatient de le faire, on va pouvoir commencer à bâtir ensemble notre carte de l'espace productif industriel inséré dans une grande aire urbaine. Donc je vais vous demander de commencer par repasser en bleu le fleuve de la Garonne, qui est un élément bien utile pour permettre de situer dans l'espace une ville. Je me rends compte que j'ai oublié d'indiquer le sens du fleuve Garonne. La Garonne coule du sud au nord, c'est-à-dire de bas en haut. Donc quand on est à droite de la carte, on est sur la rive droite, du côté de Balma et de l'Union. Quand on est sur la rive gauche, on est du côté de Colomiers ou de Tournefeuille. Et donc du côté des usines Airbus. Alors, quelques mots concernant les paysages industriels français, des espaces productifs industriels. Parce que j'ai insisté lors de la séance précédente sur l'importance des paysages productifs agricoles en France, en vous expliquant qu'ils étaient très différents les uns des autres et qu'il n'y avait pas grand chose de comparable entre les immenses champs de patates ouverts, l'open field des exploitations patatières de la Marne, avec les serres horticoles de la région de Grasse. Horticole, c'est-à-dire les fleurs, hein, je vous dis que ça ne se ressemblait pas. Bon, là, dans le cas des usines, c'est un peu différent. Les usines, elles ont quand même un peu toutes aujourd'hui tendance à se ressembler. Donc la véritable problématique, elle n'est pas là. Par contre, il y a deux, trois petites choses que vous avez besoin de savoir concernant le site industriel Airbus à Toulouse. D'abord, c'est l'image en haut à gauche. Le siège social d'Airbus a été déménagé récemment à Toulouse. Toulouse est devenu le point névralgique, le cerveau du groupe Airbus. Donc là, c'était une image de synthèse qui se veut résolument moderne, tournée vers l'avenir, hein. C'est la façade, la vitrine du groupe, donc un gigantesque bâtiment moderne de verre et d'acier. En dessous, vous avez une usine qui n'est pas une usine Airbus, mais qui justement fait partie de ces sous-traitants qui travaillent pour Airbus. Il s'agit du groupe Safran, sachant que le groupe Safran, lui, s'est spécialisé dans les technologies, dans les logiciels, dans tout ce qui est numérique. C'est lui qui rend cet avion intelligent, c'est lui qui va câbler les ordinateurs de bord. Et Safran travaille essentiellement pour l'armement, mais il travaille aussi pour l'aéronautique civile. Et alors dans le cas du groupe Safran, d'ailleurs, ils ont fait leur, les gens du groupe Safran, ils ont fait leur la devise pleine de bon sens du monde paysan, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, puisque Safran travaille aussi bien pour Airbus que pour son concurrent direct, l'américain Boeing.
Alors, la petite image en bas à droite de la diapo, elle est assez surprenante, hein, la première fois qu'on la découvre. Quand on voit des papys confortablement installés sur des chaises longues, en train de regarder passer en pleine nuit d'immenses convois exceptionnels, à ceux-là, on a peu de chance de les voir dans nos campagnes quand même, hein. D'ailleurs, les routes seraient probablement pas assez larges, parce qu'en fait, quand je vous dis que le groupe Airbus doit absolument s'insérer dans la ville toulousaine, c'est tout simplement parce que le transport, la question du transport est vitale pour le groupe, et pas uniquement le transport des milliers de salariés qui doivent se rendre chaque jour à leur travail et chaque jour pouvoir rentrer chez eux, hein, ce qu'on appelle les migrations pendulaires, enfin, quand il n'y a pas de confinement pour cause de coronavirus, fin de la parenthèse, mais aussi pour permettre l'acheminement des pièces détachées. Et dans le cas d'Airbus, eh ben, les pièces détachées, elles sont parfois gigantesques puisque ce sont des morceaux entiers de l'appareil qui arrivent à Toulouse. Ce qui laisse entendre que le groupe Airbus n'a pas qu'une seule usine et qu'elle n'est pas uniquement à Toulouse, cette usine. Il s'agit ici de la nationale 224 que nous allons replacer sur la carte de la diapo qui arrive. Alors, on va pouvoir mettre un peu de couleur sur notre carte avec donc les lieux de production. À commencer donc par le cerveau, le siège social d'Airbus Industrie, c'est l'étoile rouge. N'y voyez aucune connotation politique, idéologique, communiste, hein. On aperçoit également l'ensemble des usines, des sites de production d'Airbus, donc comme vous pouvez le voir, presque tous situés sur la rive gauche de la Garonne, donc à l'ouest de l'aire urbaine. Il y a une seule exception, comme d'habitude, qui est enchâssée, imbriquée en plein cœur de la ville. Donc ça doit être l'un des sites de production les plus anciens, à mon avis, sans doute celui qui a été installé le premier et qui aujourd'hui doit être le plus difficile d'accès, même pour les salariés. On aperçoit le croissant aéronautique des sous-traitants, hein, la banane jaune comme je l'appelle, essentiellement rive gauche elle aussi. Et puis la fameuse route partiellement privatisée pour le transport des pièces détachées, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de transport exceptionnel, tout le monde peut emprunter cette route. Et puis quand des morceaux de la carlingue, c'est-à-dire l'appareil arrive à destination, eh bien la gendarmerie ferme la route et ne fait passer que le convoi exceptionnel, en général de nuit, pour arriver jusqu'aux usines. Comme vous pouvez le voir, et c'est pas un hasard, la nationale 224 est directement connectée aux usines Airbus. Mais il n'y a pas que des sites de production à Toulouse, il y a aussi, et c'est très important, et c'est très créateur d'emplois, et c'est très important pour ce qui concerne les perspectives d'avenir de l'industrie aéronautique à Toulouse dans les décennies à venir, hein, au XXIe siècle, ce qu'on appelle les lieux de formation. Eh bien oui, parce que il faut pouvoir être formé pour pouvoir participer à l'aventure industrielle aéronautique. Donc vous avez par exemple des futurs ingénieurs, mais aussi des futurs mécaniciens qui sont directement recrutés par le lycée Airbus. Donc c'est un lycée financé par le groupe Airbus. Alors j'aime autant vous dire que pour entrer au lycée Airbus, je pense qu'il faut avoir un dossier scolaire mieux que excellent. Un dossier scolaire qui doit toucher au sublime. C'est pour des gens très très motivés, j'imagine, très bons scolairement. Par contre, quand ils arrivent au lycée Airbus, s'ils ont la chance d'être pris, ils n'ont pas de soucis pour trouver du boulot après, hein, puisque Airbus les forme pour les faire travailler chez lui.
Donc ce sont des gens qui, quand ils arrivent au lycée, ils ont déjà pratiquement leur contrat de travail en poche, avec des très bons salaires, hein, parce que ces gens qui travaillent pour Airbus, ils ont une forte valeur ajoutée, hein, donc si Airbus veut les garder, ben, il faut qu'ils les payent bien. Et je pense que les lycéens Airbus, ils n'ont pas de problème de dotation de matériel. Je pense qu'Airbus est très généreux en matériel, notamment informatique, parce que c'est l'intérêt du groupe d'avoir des gens bien formés. Donc il y a le lycée Airbus, mais il y a aussi, entre autres choses, l'ENAC, c'est-à-dire l'École nationale de l'aviation civile, parce que, bon, sans doute qu'un jour, on aura des avions un peu comme les drones, sans pilote. Est-ce que les passagers voudront monter dedans? Ça, c'est autre chose. Mais pour l'instant, on a besoin de pilotes. On a besoin de toujours plus de pilotes. Et ben, évidemment, hein, vous l'aurez compris, c'est comme pour conduire une voiture. Conduire un avion, ça s'apprend. D'où l'importance d'avoir des écoles renommées. Et l'ENAC s'est installée à Toulouse, hein, parce que, ben oui, elle s'est installée au plus près de l'industrie aéronautique, c'est logique. On a aussi d'autres universités, des facultés, d'autres grandes écoles qui sont concentrées dans le pôle scientifique de Rangueil. On le situera sur la carte. Et puis, comment oublier d'évoquer l'autre dimension industrielle de Toulouse? L'autre savoir-faire de Toulouse, c'est la dimension de l'aérospatiale. Parce qu'à Toulouse, on a conçu et on continue de concevoir les futurs lanceurs, les lanceurs du programme Ariane. Alors certes, la fusée Ariane est lancée très loin de Toulouse, elle est lancée depuis la Guyane, depuis la base de Kourou, mais néanmoins c'est à Toulouse qu'est conçu l'ensemble du programme Ariane Espace. Donc vous voyez qu'entre l'aviation, l'aéronautique et l'aérospatiale, il y a quand même un cousinage. Il y a un savoir-faire aérien très fort et aérospatial très fort à Toulouse. Alors les lieux de formation, bah écoutez, ça va être assez vite fait sur la carte, hein, parce qu'ils n'utilisent pas une superficie très importante. On va donc avoir le pôle scientifique de Rangueil. Si vous trouvez que mon orange ne se détache pas suffisamment de mon jaune, bah, prenez une autre couleur, hein, vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez. Situons également à l'intérieur du pôle scientifique de Rangueil, oui j'en ai pas parlé, l'ISAE, c'est-à-dire l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Bon, bah, c'est des écoles d'ingénieurs, hein, je me demande même si les futurs spationautes ne sont pas formés sur place. Il me semble que si, Thomas Pesquet a dû y séjourner très certainement. L'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, c'est le triangle vert dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, l'ENAC. Alors, le lycée professionnel Airbus, lui, ne se trouve pas dans le pôle scientifique de Rangueil. Il est situé rive droite de la Garonne. Il est situé à l'intérieur du périmètre de la seule usine Airbus qui ne soit pas sur la rive gauche, en plein cœur de la ville de Toulouse. Et puis la Cité de l'Espace, le long de l'autoroute A61, pas très loin du pôle scientifique de Rangueil. Voilà. Alors j'avais une vidéo à vous montrer, mais bon, malheureusement je ne peux pas la mettre en ligne parce qu'elle est dans un format que je ne peux pas télécharger facilement et je ne sais pas le faire, Monsieur Lehour saurait le faire mais pas moi. Donc vous allez être obligé de vous contenter de ma description et de me croire sur parole. On voyait dans ce reportage donc consacré à l'importance de l'usine, des groupes, pardon, des usines du groupe Airbus à Toulouse, eh bien on voyait des commerçants heureux, un boucher qui était heureux parce qu'il avait plein de clients, des gens riches qui lui achètent des côtelettes de porc et des rôtis de veau à tour de bras parce qu'Airbus emploie des dizaines de milliers de salariés, on verra les chiffres plus précisément tout à l'heure. Des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, donc qui consomment, donc c'est très très bon pour le commerce. Et puis pour la commune de Blagnac, eh bien, que l'usine Jean-Luc Lagardère a été construite sur place, ben là c'est le jackpot. Là le maire de Blagnac, il a touché le gros lot, parce que Airbus est, comme tous les industriels, tenu
de compenser les nuisances occasionnées par son activité industrielle. Et il faut reconnaître qu'elles sont de taille, les nuisances, hein, parce que des avions Airbus qui décollent jour et nuit, ça peut être un peu difficile à vivre pour le voisinage. Donc Airbus finance des équipements collectifs qui sont surdimensionnés par rapport à la taille de la commune de Blagnac et qui sont même presque surdimensionnés par rapport à la taille de Toulouse. Vous avez par exemple une patinoire olympique à Blagnac, vous avez une piscine, elle aussi, qui répond parfaitement aux critères olympiques. Vous avez un stade de foot pour un tout petit club, hein, qui joue en je ne sais plus quelle division, mais bon, ils ont un stade. Il y a des clubs de Ligue 2 et peut-être même de Ligue 1 qui aimeraient avoir le même. C'est assez incroyable. Et puis vous avez en lisière de l'agglomération, vous avez donc ces fameux lotissements pavillonnaires un peu à l'américaine qui poussent comme des champignons après la pluie, parce que vous avez des dizaines de milliers de familles qui ont besoin de se loger à proximité de leur lieu de travail. Donc dans le reportage, on voit des professionnels de l'immobilier qui s'affluent donner de la tête parce qu'ils ont des clients prêts à mettre beaucoup d'argent pour trouver un logement, mais qui parfois ont du mal à en trouver parce qu'il y a une crise du logement sur Toulouse. Il n'y a pas assez de logements pour tout le monde et du coup ça fait pas que des heureux, parce que quand les logements sont rares, et bien les loyers en particulier sont très chers, évidemment. Donc vous voyez, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Mais malgré tout, on peut, sans risque de se tromper, dire que les avantages l'emportent très très largement sur les inconvénients. Courage, on a presque fini de compléter ensemble la carte, puisque maintenant on n'a plus que quelques figurés pour l'essentiel à mettre. Donc un grand cercle rouge qui délimite approximativement la ville-centre de l'aire urbaine toulousaine, hein, la communauté de communes de l'aire urbaine, donc Toulouse. C'est pas dur, hein, il suffit de centrer autour de l'usine historique Airbus, voilà. L'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui est imbriqué, emboîté, enchâssé à l'intérieur du site de production Airbus, sur la rive gauche et sur le territoire de la commune de Blagnac. Le réseau qui irrigue l'aire urbaine toulousaine, le réseau des voies rapides, mais aussi voies express, routes nationales, voire autoroutes urbaines, mais aussi les lignes de métro et de tramway. Et on voit qu'elles sont donc raccordées au site industriel Airbus, parce que quand vous avez des dizaines de milliers de salariés qui travaillent sur place, encore une fois, il faut qu'ils puissent migrer de manière pendulaire, hein, aller-retour chaque jour. Ça n'empêche pas d'ailleurs, vous en doutez bien, ça n'empêche pas les bouchons, hein, ça n'empêche pas les embouteillages, parce que évidemment le réseau n'est jamais suffisamment vaste pour accueillir tout le monde en même temps. Et puis les communes de la couronne périurbaine, comme Aucamville, l'Union, Balma, etc. Avec une mention spéciale pour Tournefeuille, qui est la commune de France qui a gagné le plus d'habitants dans les 10 dernières années. Alors Tournefeuille, le petit village historique, est aujourd'hui noyé sous les lotissements pavillonnaires, parce que, encore une fois, ce sont des familles ou des couples jeunes qui s'installent à Tournefeuille, à proximité de leur lieu de travail, sur la commune de Blagnac. Donc à Tournefeuille, on ne ferme pas des écoles ou des collèges, bien au contraire, on en construit pour les familles qui s'installent, et des familles qui sont d'ailleurs pas uniquement françaises, hein, puisque Airbus est un groupe européen, je vais y revenir, et donc forcément vous avez des gens de toute l'Europe qui viennent travailler chez Airbus à Toulouse. Alors avec la diapo consacrée à Aerospace Valley
et ces technopoles, eh bien là on change de dimension d'échelle géographique puisqu'on quitte momentanément l'aire urbaine de Toulouse, qui s'inscrit néanmoins dans la carte de l'Aerospace Valley en grand, hein. Toulouse c'est la capitale de l'Aerospace Valley, mais on voit que l'Aerospace Valley c'est un ensemble beaucoup plus vaste puisqu'il porte sur deux régions administratives françaises. Alors, au moment où la carte a été faite, elle s'appelait encore Aquitaine et Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, on dirait Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et les deux capitales sont d'abord Toulouse et ensuite Bordeaux pour la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, les technopoles, je vous le rappelle, hein, on en a déjà vu un quand on a étudié en tout début de séquence, quand on était encore tous en classe, en salle 3, quand on a étudié le futuroscope de Poitiers. C'est un agencement, une addition d'usines, bien sûr, mais aussi d'écoles, d'universités. C'est un lieu de savoir-faire et de savoir dédié à une activité productive. Bon, bah, dans le cas de l'Aerospace Valley, je vous engage à me mettre sur pause et à lire le texte de la diapo, sous la carte. Vous découvrirez qu'on a affaire à ce qu'on appelle un pôle de compétitivité mondiale, et que ce pôle de compétitivité mondiale, il est le numéro 1 dans son genre, c'est-à-dire que Aerospace Valley, entre Bordeaux et Toulouse, c'est la capitale mondiale de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Avec cette nouvelle diapo, on change à nouveau d'échelle géographique, puisque on peut raisonner à l'échelle nationale. On aperçoit les différents sites industriels du groupe Airbus en France, et donc on se rend compte qu'il y a d'autres sites à Langon, à Pauillac, à Nantes, à Saint-Nazaire, à Maults, dans le nord de la banlieue parisienne par exemple. Mais vous voyez bien également que cette carte n'est pas uniquement à l'échelle nationale, elle est d'abord et surtout à l'échelle européenne. Parce que le groupe Airbus n'est pas un groupe français. Certes, il comporte des capitaux français, de nombreuses usines sont françaises, une bonne partie des employés sont français, mais Airbus est une entreprise européenne supranationale, c'est-à-dire qu'elle a été cofinancée au départ par la France et l'Allemagne. C'est une des réalisations concrètes du partenariat européen entre la France et l'Allemagne, et d'autres pays se sont greffés, ont apporté et leurs capitaux, mais aussi leurs compétences, leur savoir-faire industriel. Je pense en particulier à l'Espagne et au Royaume-Uni. Alors vous voyez par exemple, le Royaume-Uni, les Anglais apparemment sont très très forts pour fabriquer les moteurs Rolls-Royce et Briggs & Stratton. Alors ce qui est amusant, bon, Rolls-Royce, vous connaissez, hein, c'est la voiture la plus chère au monde, donc voiture automobile, mais les moteurs Rolls-Royce équipent aussi les avions. J'imagine que ce n'est pas les mêmes moteurs. Quant à Briggs & Stratton, si ça se peut, vous avez un moteur Briggs & Stratton chez vous, parce que je me suis laissé dire que c'est l'un des équipementiers les plus courants pour les tondeuses à gazon. Alors, j'ose espérer que là encore, les moteurs Briggs & Stratton qui équipent Airbus sont plus puissants que ceux de vos tondeuses à gazon. Bon, alors, en ce qui concerne le Royaume-Uni, d'ailleurs, avec le Brexit, avec le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne au 31 janvier, la question se pose, est-ce que ça va changer quelque chose au fonctionnement d'Airbus ou pas? Eh bien, je vais être franc avec vous, je ne le sais pas, mais que moi, humble prof d'histoire géo du collège de Tronget, je ne le sache pas, c'est pas très grave, mais les dirigeants d'Airbus, pas davantage. C'est-à-dire que pour l'instant, personne ne sait si ça va changer quelque chose ou pas au process industriel, c'est-à-dire à la chaîne de fabrication d'Airbus. Parce que la carte que vous avez sous les yeux vous montre le process industriel, la chaîne de fabrication d'un Airbus A380. Et comme j'attirais l'attention de certains d'entre vous en classe dessus, quand ils travaillaient en groupe sur cette carte, il faut se méfier des apparences. Parce que si je vous demande,
où se situe Toulouse sur la carte? Alors effectivement, vous pouvez me répondre, Toulouse est en situation centrale, c'est très juste. Si on trace une diagonale qui part de l'usine la plus au sud de l'Espagne, de Cadix, et qui va jusqu'à l'usine la plus au nord, au nord-est, celle de Nordenham en Allemagne, et bien effectivement Toulouse est en plein milieu. Ça, c'est pour la place géographique. Mais si je vous demande maintenant de me situer Toulouse dans le process, dans la chaîne de fabrication industrielle, alors là, c'est pas une place centrale, bien au contraire, c'est la place terminale. C'est-à-dire qu'en fait, chaque pays fabrique une partie de l'appareil, et l'appareil est assemblé à Toulouse, comme un gigantesque Lego, et quand l'avion quitte les hangars de l'usine Jean-Luc Lagardère de Toulouse, eh bien, il est prêt à décoller pour sa certification, c'est-à-dire qu'on fait voler l'avion pour être certain qu'il n'a pas de défaut et qu'il ne va pas s'écraser avec ses passagers, tout bêtement. Alors le moment est venu de voir si vous avez compris ce dont je parlais quand je parlais dans la problématique de l'emboîtement des échelles géographiques, ou autrement ce qu'on peut appeler les dimensions multiscalaires. Alors scalaire, en français ça veut dire échelle, c'est-à-dire que les usines Airbus et l'usine Jean-Luc Lagardère s'inscrivent dans plusieurs dimensions géographiques en même temps. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, eh bien, je vous propose d'utiliser l'image des poupées russes. Vous connaissez sûrement le principe des poupées russes. Vous achetez une grande poupée russe en bois, vous la dévissez, vous dévissez la tête et vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, il y en a une un tout petit peu plus petite. Vous prenez cette deuxième poupée un peu plus petite, vous la sortez de la grande, vous redévissez la tête et à nouveau vous trouvez une autre poupée plus petite à l'intérieur et vous pouvez avoir jusqu'à 7, 8, 9, 10 poupées emboîtées les unes dans les autres. Et bien là c'est la même chose avec Airbus à Toulouse, parce qu'en fait vous avez pas moins de 5 échelles différentes, de l'échelle mondiale jusqu'à l'échelle locale, parce que Airbus est un groupe mondial qui est devenu cette année le premier groupe de fabrication d'avions civils au monde. Il est passé devant son grand concurrent américain Boeing. Boeing et Airbus se partagent à peu près à moitié-moitié le marché des avions gros porteurs civils. Donc là, il y a une dimension mondiale. D'ailleurs, Airbus a des usines dans le reste du monde, pas seulement en Europe. Il a même installé des usines chez son rival américain, c'est pour vous dire. La dimension, on vient de le voir avec la diapo précédente, est aussi continentale, européenne si vous préférez, mais aussi nationale, bien sûr, mais aussi régionale et locale, comme on a pu le voir pour la région Occitanie et pour la locale pour la ville de Toulouse et la commune de Blagnac. J'ai appris en début d'année civile, là ça devait être en février je crois, que Airbus a pris la décision de stopper son programme A380 parce que pour des raisons différentes de Boeing, eh bien, Airbus a lui aussi de gros problèmes pour vendre ses avions. Bon, c'est moins grave que Boeing parce que Boeing s'est planté royalement avec son Air Max parce que l'Air Max est très mal fait, il est dangereux, il s'écrase avec ses passagers, donc lui, ses avions sont cloués au sol, il ne peut plus les faire voler. Airbus, c'est différent. Son avion est parfaitement réussi, c'est une merveille de technologie. Le problème, c'est qu'Airbus a vu probablement trop gros et que peu de compagnies ont les moyens et l'envie d'acheter des avions qui peuvent embarquer 800 passagers, tout simplement parce que après, quand une compagnie aérienne achète des avions trop grands et qui ne peut pas les remplir, et bien après la compagnie perd de l'argent. Donc du coup, l'avionneur Airbus a été obligé d'arrêter son programme à 380. Alors j'avoue que j'étais très embêté parce que je me suis dit zut, je vais être obligé de changer d'étude de cas si mon étude de cas ne fonctionne plus. Mais en fait, ne vous inquiétez pas, ni pour moi ni pour Airbus, l'usine Jean-Luc Lagardère ne va pas être démontée.
simplement, au lieu de fabriquer des A380, eh bien Airbus va fabriquer des A320 ou des A340, c'est-à-dire des avions un peu plus petits, qui eux se vendent comme une bouchée de pain. Enfin, comme des petits pains. Pas pour une bouchée de pain, au contraire. Hein, chaque avion vaut plusieurs centaines de millions d'euros, mais ils se vendent très très bien. Donc, mon étude de cas devrait encore résister quelques années. Si elle passe le cap, évidemment, du coronavirus. Je vous laisse découvrir, j'ose pas dire déguster, mais je vous laisse découvrir le texte de la leçon. Hein, sur un projet ambitieux, durable et multiscalaire, c'est-à-dire à plusieurs échelles, en espérant que vous ferez l'effort, mais je vous fais confiance, hein, d'en apprendre l'essentiel. Voilà. On va se quitter avec nos 3 chiffres clés, hein, du jour. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien que l'usine Lagardère, c'est 700 hectares, c'est-à-dire 700 carrés de 100 mètres sur 100 mètres. Ça doit faire bien plus d'un millier de terrains de foot juxtaposés, mis côte à côte. Ça donne une idée du gigantisme de cet espace productif, qui en plus, je vous le rappelle, n'est qu'une pièce d'un ensemble plus vaste, qui comprend toutes les usines Airbus de Toulouse et qu'on appelle Aéroconstellation. Disons que c'est la plus grosse pièce du puzzle. Ensuite, la 380, donc, qui n'est plus fabriquée mais qui va continuer à voler pour les appareils déjà vendus, déjà commercialisés, qui va encore voler pendant une bonne vingtaine d'années probablement. Eh bien, ce monstre aéronautique peut théoriquement emporter jusqu'à 843 passagers. Donc un avion gigantesque pour une usine gigantesque. Et Aerospace Valley, eh bien, n'est ni plus ni moins que le premier pôle de compétitivité mondiale pour ce pôle dédié à l'aéronautique et à l'aérospatiale. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère ne pas avoir été trop long, j'espère avoir été clair, complet, ne pas avoir trop bégayé, ne pas avoir multiplié les les tics de langage. Bon, j'ai fait du mieux possible, et maintenant, eh ben, à vous de faire le boulot. À bientôt, et merci.